Africa. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Débat. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur la radio africaine. Le Grand Débat, vous le savez, ce sont les grands faits de l'actualité en Afrique, en France et dans le monde. Nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat sur Africa Radio. Africa Radio, le Grand Débat avec Nadir Djenad. Aujourd'hui, dans le grand débat en France, le nombre de décès liés à la Covid-19 a fortement augmenté au cours des dernières 24 heures. Selon les chiffres de Santé publique France publiés hier, qu'attend le total à plus de 37 000 depuis le début de la pandémie. Le nombre de malades du coronavirus en réanimation ou en soins intensifs a aussi fortement augmenté, avec 430 nouvelles admissions en 24 heures. Devant la multiplication des cas de Covid-19, du nombre d'hospitalisations, de personnes en réanimation et de décès, le gouvernement français a décidé d'un confinement plus souple qu'au printemps dernier. Est-ce que cela sera efficace pour enrayer la progression de l'épidémie ? Qu'en est-il de la situation sur le continent africain ? Peut-il y avoir une deuxième vague ? Détails et explications avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. Le Grand Débat, Africa Radio. Nos invités ce soir par téléphone, docteur Sayave Gnoumou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur, vous êtes chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nanzuki, une société qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Avec nous docteur Massamba Sassoum Diop depuis Dakar. Docteur, bonsoir. Non mais c'est de comprendre. Moi, je m'invite aussi à l'intelligence. Bonsoir, docteur Massamba Sassoum Diop. Est-ce que vous nous entendez ? Ok. Allez. Au revoir. Nous avons quelques secondes. Docteur Massamba Sassoum Diop, est-ce que vous nous entendez ? Le coup de l'autre fois, c'était 15 secondes. Docteur Sayave Gnoumou, on commence avec vous. Le gouvernement français a décidé d'un nouveau confinement moins strict que celui du printemps dernier. Alors, s'il est moins strict, pourra-t-il permettre une baisse sensible de la progression de la maladie, selon vous ? Il faudrait que j'ai une boule de cristal pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le gouvernement était pris entre deux options. On vient de réaliser que en fait le moteur principal de l'économie, c'est la santé. Et le fait d'avoir confiné pendant très longtemps a fait quand même créer d'énormes dégâts au niveau économique. Ce qui fait que je pense qu'il était pris entre l'économique et les mesures drastiques à prendre qui auraient pu achever le reste de l'économie. Et je pense que c'est pour ça qu'ils hésitent, ils marchent sur des œufs entre la nécessité et les conséquences. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait quelque chose d'assez light. Cette deuxième vague était attendue, mais est-ce que vous attendiez, en tant que médecin, cette augmentation rapide du nombre de cas depuis le mois de septembre en France ? Alors en fait, en réalité, moi, en tant que médecin, je ne pouvais pas dire qu'il y aurait une deuxième vague ou pas. En fait, que ça peut exister, mais je ne l'attendais pas aussi importante que ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que, parce qu'on diagnostique beaucoup aussi, parce qu'on fait énormément plus de tests, si vous vous rappelez, au mois de mars, on faisait à peine quelques tests étaient possibles par jour et on ne testait que les gens qui étaient hospitalisés et ceux qui se promenaient n'étaient pas testés. Aujourd'hui, c'est des queues importantes pour se faire tester. Ça permet effectivement d'augmenter le nombre de cas, mais aussi il y a l'autre aspect qu'on voit, c'est que le nombre de cas en réanimation et le nombre de décès qui est également en augmentation, qui permet de dire qu'effectivement, il y a une recrudescence de la maladie. Ce qu'on espère, c'est que le pic ne monte pas trop et qu'on reste en plateau. On savait que ce genre de maladie, quand ça vient après le pic, on ne redescend pas au niveau zéro. On reste à un plateau donné avant de redescendre. Est-ce que c'est ce plateau qui est très important ? Ça, on le verra dans les suites rapides de l'évolution. Alors, selon vous, cette augmentation est-elle une conséquence d'un relâchement concernant l'application des mesures barrières en France ? C'est possible. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait comparer avec d'autres pays. Par exemple, si je prends le cas de la Chine, où ils en sont arrivés actuellement à Wuhan en particulier, ils font la fête. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de cas du tout. Mais aussi,
Ça veut dire, au niveau de la Chine, le confinement a été beaucoup plus sévère et plus drastique que la France ou même toute l'Europe, par exemple. Alors, ça peut être un critère pour dire qu'il y a eu un peu de relâchement en France ou en Europe en général, parce que ce n'est pas que la France qui a entraîné ce rebond en comparaison avec ces pays-là. Mais à côté d'eux aussi, on voit des endroits comme la Suède ou les pays nordistes où il y a des endroits où le confinement n'a pratiquement pas eu lieu à certains endroits, mais ils ont eu un pic beaucoup plus élevé à un moment, mais tout est redescendu et est resté dans la normale. Mais encore une fois, il faudrait analyser par rapport à la population de ces différents pays qui sont une population beaucoup plus faible. Quand on prend la région à peine une dizaine de millions d'habitants par rapport à la France qui est quand même beaucoup plus d'habitants. Donc il y a énormément de facteurs qu'il faudrait mettre en moulinette pour essayer de sortir quelque chose de pertinent, de juste et de vrai. Alors avec nous, docteur Massamba Sassoum Diop, bonsoir. Docteur Massamba Sassoum Diop, est-ce que vous nous entendez ? Bon, nous avons du mal à joindre le docteur Diop. Merci de rester avec nous, docteur Sayave Gnoumou. L'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus actuellement. Alors, est-ce que vous avez une explication, une tentative d'explication ? Ce serait difficile pour moi d'apporter une explication concernant la pandémie en Europe, mais on voit aussi que ça a eu lieu dans des pays comme l'Amérique latine, comme les États-Unis. Ils ont connu aussi leur période. Est-ce que ça arrive encore une deuxième vague là-bas ? Et là-bas, il y a eu beaucoup plus que la première vague qu'eux, ils ont connue a été beaucoup plus importante que celle de l'Europe. Mais est-ce qu'il y a aussi une deuxième qui arrive là-bas ? C'est difficile de répondre parce que c'est une pathologie, c'est un virus qu'on ne comprend pas. Et j'avoue que même en tant que médecin, je ne comprends pas trop ses déterminants, son génome, comment il agit, comment il sort de tout son contexte familial. Tous les coronavirus, on les connaît une bonne partie chaque année. Chaque année, on sort des vaccinations contre la grippe, contre certains coronavirus qu'on estime être ceux qui feront le plus de mal. Et on fait le vaccin pour eux. Donc, on connaît leur comportement, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il a un comportement qui est complètement différent de ce que sa famille fait habituellement. Et ça nous laisse un peu... ça nous fait hésiter à faire des prédictions ou à essayer de comprendre. On a presque l'impression qu'on court derrière lui. Docteur Savaye Gnoumou, des institutions comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont annoncé une catastrophe pour le continent africain. Or, elle n'a pas eu lieu. Pourquoi l'Afrique échappe au pire pronostic selon vous ? C'est vrai ce que vous dites parce que les pronostics avaient été dit, c'était l'hécatombe. C'était en termes de millions qu'on allait tomber tous les jours comme des fruits mûrs. C'était la prévision de l'OMS et la prévision des plus grands scientifiques. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'au niveau de l'Afrique, il y a eu beaucoup plus de réactions de la part des autorités. Parce qu'à l'époque, quand on donnait ces chiffres, les pays européens disaient « Oh, la Chine, c'est très loin, l'Afrique va avoir chaud, nous, on a un système de santé qui marche ». Il y en a qui n'y croyaient pas, même au niveau de certaines autorités. Pendant ce temps, on avait alerté tellement l'Afrique que moi, à ce moment-là, j'étais en voyage et tous les aéroports africains que j'ai traversés, on me prenait la température avant que je passe. Mais par contre, quand je revenais à Paris ou n'importe où, il n'y avait aucune température qui était prise. Donc, peut-être qu'on avait déjà pris un certain nombre de mesures. Peut-être que l'Afrique était habituée aussi à ce genre de pandémie et que les mesures prises en place ont été assez rapides, assez efficaces, mises en place. Donc, on a connu Ebola, on a connu beaucoup de choses. Et finalement, peut-être que aussi la population est assez résistante. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est beaucoup plus jeune que les pays européens. Et que, par exemple, des pays comme la France, où il y a plus de 20% de la population qui a plus de 65 ans, si vous allez dans les pays en Afrique, les plus de 65 ans représentent à peine 2%. Et en plus, c'est plus de 65 ans. En France, dès que le gars a 80 ans, il est polymédicalisé. C'est-à-dire qu'il prend tellement de médicaments qu'il y en a, c'est presque un repas tous les matins pour uniquement les médicaments qu'il prend. Alors qu'en Afrique, le gars qui a atteint ses 80 ans, il a bâti sur la force de son organisme tout seul. Il ne prend pas de médicaments, quelques racines, quelques décoctions. Donc, on a peut-être une immunité naturelle qu'on a développée beaucoup plus qu'en Occident. Vous voyez même au niveau des enfants,
les asthmatiques, les allergies, les autres, il y en a beaucoup plus en Europe qu'en Afrique, par exemple. Parce que, on a créé un environnement assez aseptisé où le corps n'a pas peut-être été habitué à trop se battre. Il est toujours aidé et qui fait qu'il a du mal à se battre. Ensuite, on peut également évoquer, les gens disent la température. On sait que les grippes souvent apparaissent surtout en Europe ici. Ils apparaissent à cette période-là, période d'octobre. Quand on va vers l'hiver, il y a beaucoup plus de recrudescence des coronavirus, des grippes habituelles qu'on connaissait. C'est une période de recrudescence de ces grippes-là, alors que ça peut permettre d'expliquer pourquoi on l'a échappé. Mais si on l'a échappé, peut-être qu'on aura aussi une petite deuxième vague. Une deuxième vague, oui. Alors, puis, nous avons, j'espère, le docteur Massamba Sassoum Diop. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup, nous avons eu du mal à vous joindre depuis Dakar. Vous êtes médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar, au Sénégal, et vous êtes également médecin au SAMU de l'Essonne, en région parisienne. Alors avec le docteur Sayave Gnoumou, on a commencé à parler de la situation sur le continent africain, mais j'aimerais revenir avec vous sur la situation en France. Le gouvernement français a décidé d'un nouveau confinement moins strict que celui du printemps dernier. S'il est moins strict, selon vous, pourra-t-il permettre une baisse sensible de la progression de la maladie et du virus ? Alors oui, je crois que de toute façon, à partir du moment, et on l'a vu même aussi en Guyane, à partir du moment où, par exemple, il y avait déjà un couvre-feu à partir de 17h jusqu'à 1h du matin, ça a entraîné un R0 inférieur à 1. Donc, c'est effectivement, le fait d'avoir moins de personnes qui se rencontrent, plus l'ensemble des mesures avec les masques et tout, le tout, c'est la cinétique, c'est quelle rapidité avec quelle rapidité ça va se faire. Et avant, on était avec un R0 qui était aux alentours, donc le fait qu'une personne transmettait à plus de 3 personnes quand on a eu le premier confinement. Et on est passé du coup à 0,9 personnes, si j'ose dire, en dessous de 1, on arrête l'épidémie. Par contre, là, on était à 1,5 à peu près, 1,6, et ça veut dire que l'effet est moins visible, moins rapidement. Mais il est logique qu'avec ce qui est en train de se faire, ça va diminuer. Mais le problème qui se pose de toute façon éternellement, c'est que je confine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand je déconfine, je reprends encore une vague dans les dents, si j'ose dire. Et donc, c'est ça l'éternel problème. C'est que ça veut dire qu'il peut y avoir une troisième, voire une quatrième vague. Eh bien oui, donc tant qu'il n'y a pas le vaccin, et est-ce que le vaccin, puisqu'en fait, quelle forme d'immunité cela donne, est-ce que le vaccin sera efficace ? Donc en fait, la discussion, elle est justement, parce que ça a coupé à plusieurs reprises, mais avec mon collègue Sayave, qui avait tout à fait raison, il y a des choses qui sont intéressantes à étudier. Je pense qu'en fait, le premier problème, la raison, c'est d'arriver à gérer le flux entrant et le flux sortant. Et donc, le problème en France, c'est que c'est une maladie qui, aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, avec les anticoagulants, avec les corticoïdes, avec la ventilation non invasive, on est, selon les réanimations, entre 5 et 15% de mortalité. Ça veut donc dire qu'on a en réanimation. Et donc, ça veut dire que, finalement, on arrive à gérer cette maladie aujourd'hui comme une autre maladie. Mais le problème, c'est si on a d'un seul coup 8 à 10 000 personnes en réanimation, la France ne sait pas le gérer. Donc, en fait, il faut que le flux soit inférieur à peu près à 30% des patients en réanimation, le flux entrant, ce qui permet d'avoir un flux sortant qui sera à peu près 85 à 90% de ces patients-là. Et donc, vous avez 70% des autres places en réanimation qui vont gérer les autres patients habituels qui ont des infarctus, des accidentés de la route, des dissections aortiques, enfin plein d'autres maladies. Et le but, je pense, du gouvernement est plus d'arriver à gérer ce flux-là. Et si on arrive à le gérer efficacement, théoriquement, je parle là carrément en théorie, ça serait d'arriver quasiment à être comme la Suède. Idéalement, c'est finalement que la population qui doit s'immuniser s'immunise et que la population qui est à risque, elle est protégée, on s'arrange pour qu'elle ne soit pas malade. Et si à la marge, il y en a quelques-uns qui soient malades, ils soient soignés et on arrive à les guérir à 85 ou 90%. La situation idéale, celle vers laquelle il faudrait tendre pour permettre d'arriver à passer le cap et à avoir une certaine immunité, à éviter d'avoir constamment des récidives, c'est celle-là. Oui.
Euh, Vous voyez, oui. mais c'est vrai que pour les autorités sanitaires, c'est très difficile d'arriver à trouver le curseur et à savoir à quel moment. Donc, ils sont obligés là de refaire un confinement beaucoup plus sévère, de voir quelle sera cette efficacité Oui, et oui, ensuite oui, d'arriver à gérer, parce qu'aussi, il faut une population qui soit compliante et qui oui, comprenne, les personnes à risque, elles doivent comprendre que pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, oui, eh ben, oui, il faut oui. qu'elles aient des rapports un peu distanciés vis-à-vis de la famille. Ça ne veut pas dire de ne pas les voir, mais ça Mm. veut dire de les voir dans les conditions de sécurité. Alors, ce confinement est moins strict hein, que celui du printemps dernier. Par exemple, les écoles sont ouvertes. Est-ce qu'à votre avis, c'est une erreur de laisser les écoles ouvertes? Non, au contraire, on sait déjà que pour les enfants, c'est même pas 10% Oui, d'infection. Donc justement, comme le disait d'ailleurs le docteur Sayavé tout à l'heure, ça sera très intéressant parce qu'on viendra pour l'Afrique, hein, parce qu'il oui, y a vraiment des choses que nous, on remarque sur nos statistiques au Sénégal avec SOS Médecins, c'est vraiment très intéressant. Mais en tout cas, c'est les coronavirus, essentiellement chez les tout petits, jusqu'à 4-5 ans. Et donc, probablement, c'est les coronavirus gentils, les 4 autres sérotypes. ouais. Et probablement, c'est ce qui les protège un petit peu. Et on n'a que 10% des enfants, entre 5 et 10% même, des enfants en bas âge. Par contre, à partir de l'adolescence, c'est là qu'on commence à avoir une transmission qui augmente pour être pleine, si j'ose dire, aux alentours de 16, 17, 18 ans. Donc c'est tout à fait cohérent parce qu'on s'est aperçu que dans les écoles et dans les lycées, c'était pas là, on arrivait à peine à 10-15% de la transmission. Et que par contre, les transmissions se faisaient avant tout dans les foyers, bien sûr, alors chez les ados, chez les plus grands, dans les bars, dans tout ce qui est religieux, dans tout ce qui est manifestations religieuses et tout. Et c'est là où on a des taux beaucoup plus importants et les restaurants beaucoup plus importants de transmission. Donc l'école, il est complètement légitime. Je dirais même que tant que les enfants sont à l'école, ils sont protégés, si j'ose Mm. dire. On a aussi, on le sait au niveau du travail, vous savez, lorsque vous faites la pause, pas quand vous êtes au bureau, mais quand vous faites la pause. Oui. Mais en tout cas, l'école aujourd'hui n'a pas été considérée là on a quand même 8 mois de recul, comme un endroit où on est de façon infecté de façon majeure. On se retrouve après une première pause pour la suite du grand débat consacré à la situation de la pandémie de Covid-19 en France et sur le continent africain. D'ailleurs, nous parlerons de la situation sur le continent africain dans cette deuxième partie avec nos invités. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Africa. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Suite du grand débat sur Africa Radio où on parle de la situation de la pandémie de Covid-19 en France et sur le continent africain avec nos invités, le docteur Sayavé Gnoumou, chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nanzuki qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Et avec nous depuis Dakar, le docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar, médecin urgentiste également au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Docteur Massamba Sassoum Diop, des institutions comme l'OMS ont annoncé une catastrophe pour le continent africain. Or, elle n'a pas eu lieu. Au-delà des mesures prises, vous avez évoqué, docteur, une hypothèse. En mai, juin et septembre, chaque année circulerait déjà sur le continent des coronavirus qui créeraient une forme d'immunité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors déjà, rapidement, je pense que les hypothèses de l'OMS, elles sont intéressantes. Mesures rapides, drastiques prises par les États. Tout à l'heure, Dr Sayavé en a parlé. Je crois que oui, on a pris de l'avance par rapport à ça. Le masque, on l'a mis très tôt. On est complètement d'accord. On peut parler distanciation et tout ça a été essayé d'être fait. Alors de dire que ça a été fait n'importe où dans tous les pays et dans les dans les régions du Sénégal ou n'importe où en Afrique, et puis au niveau des banlieues, c'est autre chose. Bon, Ouais. ça peut-être pas. Le fait que le continent est isolé, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes. Parce que oui, si vous prenez une photo des avions, de la couverture aérienne en Europe et en Afrique, vous allez vous apercevoir que vous ne voyez quasiment pas l'Europe couverte par les avions. Et vous prenez l'Afrique, vous allez voir que vous allez avoir un certain nombre d'avions bien moins important. Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu ? Le taux de reproduction, à partir des 4 premières semaines, était aux alentours de 8. C'est-à-dire qu'en fait, quand d'habitude, il est aux alentours de 4. C'est-à-dire que un patient transmettait à 8 autres patients. Donc ça veut bien dire qu'on a eu un retard de 1 mois. Mais une fois que le virus est arrivé,
il a diffusé, malgré toutes ces mesures, extrêmement vite. Parce que la discussion, elle est, est-ce que si on appliquait les mêmes mesures qui ont été appliquées en Afrique, est-ce qu'en Europe, on n'aurait pas eu du tout finalement d'épidémie comme on l'a eu? C'est ça la discussion. Oui. L'autre hypothèse aussi de l'OMS, c'était qu'on n'a pas le même mode de vie. Alors, bon, effectivement, je pense qu'ils croient peut-être qu'on tient des hyènes en laisse dans les campagnes et dans les villes, je ne sais pas. Mais certes, on n'a pas tout à fait le même mode de vie, mais quand vous vous promenez dans les capitales africaines, vous vous apercevez, et c'est 50% de la population, vous vous apercevez de l'importance comment dire, du nombre de personnes au mètre carré. Oui, Et que oui. donc, il suffit de vous montrer quelques photos de chacune des grandes villes et après, on reparlera un petit peu. Le mode de vie, c'est comme en campagne en Europe ou aux États-Unis. Ben oui, dans les campagnes, il n'y a pas grand monde, mais on a énormément de population dans les villes. Oui. Donc, ça ne peut pas expliquer non plus pourquoi on a eu si peu de cas, et surtout que quand on voit dans les autres pays, un peu partout, on voit que finalement, c'est essentiellement dans les grandes villes que ça s'est développé. Maintenant, quand vous prenez, et le docteur Seyane en avait tout à fait bien parlé, l'âge, on s'aperçoit qu'on multiplie par 65 le risque à partir de 70 ans. Oui. Donc, or, effectivement, 90% des morts ont plus de 65 ans, c'est 3% en Afrique, c'est 21% en France, 23% en Italie. Donc ça, c'est un élément majeur. Mais justement, et j'en viens à ce que vous disiez, par rapport à nous, on a remarqué une chose, c'est que l'Africain hors d'Afrique, il meurt 2 fois plus, et je pense que tous ici présents, on l'a vu, Oui. 2 fois plus en France, par exemple, France, 2 oui, fois plus oui. aux États-Unis, 2 fois plus. Vous prenez les études en Angleterre, Oui. partout, ils disent la même chose. D'ailleurs, c'est très intéressant, ça va complètement à l'encontre de l'histoire du Néandertal. Je pense que ça n'a pas de gène de Néandertal, et pourtant, il meurt, dès qu'il est à l'extérieur de l'Afrique, il meurt 2 fois plus. Donc, c'est bien pas un problème génétique, mais Oui. un problème environnemental. Donc, on voit que dès qu'il est hors d'Afrique, l'Africain, il meurt 2 fois plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Européen, le Chinois, le Libanais en Afrique meurt aussi moins que lorsqu'il est chez lui en Europe, au Liban ou en Chine. Ça D'accord. veut donc dire que finalement, c'est le fait d'habiter en Afrique et donc globalement l'écologie bactério-virale qui probablement entraîne une certaine immunité sur le fait de résider. Quand on sort d'Afrique, avec aussi tout ce qui est milieu socio-économique, on sait bien que l'Africain aux États-Unis, l'Afro-Américain, il est plus obèse, il est même moins bien nourri, il a moins accès aux soins, il vit dans des logements Oui, beaucoup plus resserrés, donc c'est un petit peu tout ça. Mais donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, on a un premier pic. Il y a le pic classique de la grippe classique avec les gens qui viennent au moment des fêtes, et qui à Noël et au 25 janvier, on a le pic des gastro-entérites et le pic des infections virales classiques. Mais au mois de mai-juin et au mois de septembre, c'est explosif. Oui. On a lié aux climatisations, l'utilisation des climatiseurs, le chaud et froid fait qu'au début, c'est dans les gens dans les familles qui ont ou dans les bureaux où il y a de la climatisation, on a un pic de fièvre de 4 jours qui persiste donc et qui ensuite descend brutalement. Et cette épidémie-là, au début, elle est chez ces personnes qui sont éventuellement donc dans des zones climatisées, mais ensuite, elle diffuse dans toute la population. Et ces pics-là, quand on discute avec les virologues, ce sont essentiellement des coronavirus. Ça veut dire que finalement, et quand on prend, il y a des études qui ont été faites par rapport, alors c'est l'immunité cellulaire et non pas l'immunité humorale. On s'aperçoit qu'il y a une immunité croisée sur les CD4 et les CD8, et particulièrement sur les CD4 avec les lymphocytes T, avec donc une immunité croisée qui fait que on est en même temps couvert en partie avec les autres coronavirus qui sont les 4 formes gentilles et la Covid-19. Et donc nous, ce dont on a l'impression, et encore une fois, c'est en train ça évolue, mais ce dont on a l'impression, c'est qu'il y a cette protection partielle par le fait de résider en Afrique. Et après, on en discutera parce que ça entraîne aussi une autre chose, c'est que donc, grâce à l'ensemble de ces éléments dont on a parlé, ça a permis de pouvoir finalement non pas faire un confinement total, ce qui n'aurait pas pu être fait, ne serait-ce qu'à cause des conditions économiques, mais de faire finalement d'abord une mesure finalement de couvre-feu, et puis après finalement, ça fait déjà 5 mois que les gens circulent, mais simplement font un petit peu attention au lavage de mains et au niveau des masques. Mais aujourd'hui, on est en train, et je pense qu'on en parlera juste après, d'arriver, je pense, à une forme d'immunité collective parce que nous n'avons pas eu les morts,
mais nous avons finalement pu laisser circuler le virus et ça a permis, et on en reparlera après parce qu'il y a des éléments qui sont extrêmement importants par rapport à ça. Alors, docteur Sayavé Gnou, est-ce que vous partagez cette analyse, à savoir que la circulation en Afrique depuis longtemps de coronavirus, autre que le Covid-19, pourrait expliquer que beaucoup de personnes développent des anticorps qui atténuent les formes graves et symptomatiques? Oui, tout à fait. Et je vous remercie. Et en passant, je salue mon ami le docteur Massamba Sassoum Diop. Vous l'avez invité, mais c'est qu'on se connaît très bien. On avait créé ensemble Médecins d'Afrique internationale pour mettre en place un réseau de médecins africains pour justement pouvoir rebondir face à des situations comme ça. Oui. Bon, nous avons de la chance ce soir d'avoir d'éminents scientifiques et médecins à l'antenne. Donc, d'un côté, je vous remercie parce que ça me permet de renouer avec lui et puis en même temps aussi, vous avez choisi une bonne personne parce qu'il est sur les deux terrains. Donc, ça lui permet de faire les comparaisons. Mais je partage absolument son point de vue là-dessus et je pense même que cette immunité croisée qui a été, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le corps s'est battu en Afrique en particulier tout seul. On ne vaccine pas les gens contre la grippe en Afrique, par exemple. Quand on voit quelqu'un se vacciner contre la grippe, c'est qu'il a un autre problème et c'est un médecin qui a prescrit. Donc, ces virus qui ont circulé ont pu effectivement créer cette immunité et on peut le comparer à ce qui se passe ici chez les enfants, comme il a dit tout à l'heure. Les tout petits qui sont tout le temps enrhumés et qui sont des cibles privilégiées pour ces virus-là. Peut-être que ces virus qui sont assez faibles, qui sont gentils, comme il a dit, ont permis de créer une immunité croisée qui fait que le coriace, quand il arrive, le terrain est déjà occupé et les enfants arrivent à se défendre et qui fait qu'ils ne transmettent pas beaucoup ce genre de pathologie. Et puis, puis l'autre aspect sur lequel on avait insisté tout à l'heure, c'est quand même aussi la réaction de nos collègues en Afrique et des autorités comme au Sénégal, Massamba qui est sur place me le dira. Le test Covid, on le fait plus vite qu'en France. Oui. On parlera des tests dans une troisième partie, mais cependant, malgré cette circulation active depuis longtemps de coronavirus, est-ce que vous pensez quand même qu'il peut y avoir des craintes d'une nouvelle vague sur le continent africain, une nouvelle vague qui pourrait être plus importante et qui pourrait causer plus de personnes, de personnes hospitalisées, voire de décès? Alors, quand je fais l'observation de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille craindre ça de façon aussi pertinente. Comme vous avez dû le noter, ce que Massamba a dit, on est presque sûr d'avoir eu en Afrique une sorte d'immunité collective. Parce que les mesures préventives n'ont pas été prises. Les gens ont continué à se promener, à s'embrasser, à faire la fête, à être confinés dans les transports en masse. Donc, probablement que dans le contexte africain, l'immunité collective est beaucoup plus installée et plus importante que dans les régions européennes où ils ont isolé, et protégé, surprotégé peut-être. Donc, dans ce contexte-là, je pense que seconde vague, il pourrait avoir, mais s'il y en a, il y aura déjà énormément de gens qui sont protégés et les effets pourraient ne pas être aussi importants que c'est le cas dans les pays européens ou aux États-Unis, par exemple. Et docteur Massamba Sassoum Diop, vous aussi, vous n'êtes pas trop inquiet pour en cas de deuxième vague sur le continent africain? Oui, alors déjà, effectivement, je suis extrêmement heureux. Je n'avais pas réalisé que c'était mon ami Sayavé qui était là, mon collègue. Donc déjà, vraiment, je suis extrêmement heureux de l'avoir avec moi dans cette émission. Vous avez fait vraiment le bon choix. Maintenant, vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était plus. Maintenant, pour ce qui est de ça, vous savez, c'est étonnant. Vous savez, quand on regarde, on a toutes les courbes. Et c'est vrai que là, on voit, par exemple, que je peux pas dire, j'ai pas les éléments de l'ensemble des autres pays sur des choses extrêmement précises. Mais au Sénégal, avec le ministère, avec le COUS, on a jour par jour les éléments, les courbes. Je pense que les autres pays les ont. Et c'est impressionnant. On voit que à partir de mars, on a diagnostiqué le premier cas. Ça prend du temps, un mois après, poum, ça monte. Et on se retrouve à peu près à 10% de la population, 10% des gens testés qui sont constamment positifs. On reste sur un plateau jusqu'en août.
En août, moi, je m'étais dit, effectivement, si on a à peu près 10% de la population qui est infectée, avec une maladie qui dure à peu près 15 jours, à peu de choses près, en multipliant, on arrive à 60-70% en comptant large aux alentours du mois de juillet-août. C'est ce qui s'est passé. On commence à avoir une descente au mois d'août, et là, arrive la fête du mouton. C'est 15 millions sur 16 de Sénégalais qui, à ce moment-là, se croisent. Oui, Et on voit une remontée, mais une petite remontée. Et nous, en urgence, en réanimation, dans tous les services, on voit une limite, on est à la limite des cas. Et ensuite, à ce moment-là, une chute vertigineuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, manifestement, c'est que, si vous voyez les courbes, c'est impressionnant, parce qu'on s'est retrouvé probablement devant une population immunisée, et du coup, le virus, il n'arrive plus. Et on voit le taux de reproduction qui, à ce moment-là, descend en dessous de 1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu un rassemblement religieux 2 mois après, parce que les gens me disaient, oui, mais attends, regardez, lorsqu'on va avoir le rassemblement de religieux de Touba, avec 4 millions de personnes qui vont se croiser, et sans masque et tout, il va y avoir des problèmes. Alors, il y a eu des mesures quand même qui ont été prises par les autorités religieuses et l'État, mais il y a eu ce croisement-là, et quand vous regardez, on ne voit même pas, on voit un petit crochet et la chute qui continue du nombre de cas au Sénégal. Aujourd'hui, on est à 3, enfin c'était hier, avant-hier on était à 14 dans tout le Sénégal. C'est-à-dire qu'en fait, et le nombre de morts, et ça c'est important, on craignait donc 40 à 60 000 morts, on en a 326. Et il n'y a plus là, actuellement, on a 1 à 2 morts par semaine. Donc ça veut dire que malgré ce croisement de gens, 4 millions de personnes, manifestement là, je crois qu'on peut parler que l'Afrique est probablement le premier à pouvoir peut-être prouver cette immunité collective. Et ce qui est compliqué, même si on teste les anticorps, d'accord, avec les tests immuno, ça ne veut pas dire, même s'ils sont négatifs, parce que ça semble se négativer au bout de 3 à 4 mois, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas protégés, puisque comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'immunité cellulaire que dans ce cas-là, on ne teste pas de cette façon-là, qui persiste, semble-t-il, pendant peut-être 8 mois, 1 an, et c'est ce qu'on essaye de comprendre. On se retrouve pour la suite du grand débat, pour la dernière partie, où on parle ce soir de la situation de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain et en France, avec nos invités. Merci de rester avec nous, on se retrouve d'ici quelques minutes. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. La situation de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain et en France, c'est le sujet ce soir de ce grand débat avec nos invités, le docteur Sayavé Gnoumou, chirurgien expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nanzuki qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Et depuis Dakar, le docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar, médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Docteur Sayavé Gnoumou, selon les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté à un peu plus d'1 784 000 et les pays les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie et le Nigeria. Pourquoi selon Alors, y a-t-il une explication ? Alors, bon, je pense que même l'OMS n'a pas réussi à trouver une sorte d'explication qui puisse justifier que ces pays-là soient dans cet état. Mais quand on regarde, initialement, on aurait pu penser que l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, ce sont des grands pays avec des populations extrêmement importantes et avec des bidonvilles aussi, tout aussi importants, auraient pu justifier ça, mais que le Maroc qui se retrouve dedans, on ne comprend pas trop d'où ça vient, toute cette répartition. Oui. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Mais bon, est-ce que ce sont des pays aussi où il fait un peu froid? Par exemple, l'Éthiopie, qui est un pays où il y a beaucoup de montagnes, des régions où la capitale elle-même, qui est un gros bidonville. Il y a énormément de population à Addis Ababa, qui est à 3000 mètres d'altitude, avec des températures les plus chaudes ne sont jamais au-dessus de 25 degrés, par exemple. Est-ce que ça joue? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces pays-là,
ils n'ont pas pu appliquer des méthodes de confinement comme il aurait fallu. Et bon, donc peut-être que l'immunité collective, comme on a pu éventuellement le supposer dans certaines régions, a créé plus de dégâts dans des endroits où il y avait beaucoup plus de population possible. Mais dire que voilà pourquoi ça a eu lieu, il y en a eu plus au Maroc qu'au Sénégal, par exemple, entre le Maroc et le Sénégal, qu'est-ce qui a bien pu faire qu'il y en ait autant au Maroc et pas au Sénégal? C'est un peu difficile à trier. Docteur Massamba Sassoum Diop, vous qui exercez à la fois au Sénégal et en France, qu'est-ce que les autorités sénégalaises ont fait de mieux que les autorités françaises, par exemple, dans la lutte contre cette maladie? Bien sûr, on ne peut pas comparer les deux pays, les deux systèmes de santé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les autorités françaises ont peut-être raté à la différence des autorités sénégalaises? Moi, je pense qu'en numéro 1 et en grand 1, c'est le masque. Nous, très très tôt, a été même défini quelles étaient les normes de masques à faire pour les tailleurs. Donc en fait, en 3 épaisseurs, avec un match de temps, même si donc il n'y avait pas les masques jetables étaient beaucoup trop chers. Et en fait, très très tôt, alors qu'en France on disait le masque ne sert à rien, ici le masque a été fabriqué par et sur les conseils du ministère et avec les normes. Donc je crois que ça c'est un élément aussi aujourd'hui qui est majeur. Autre chose, je pense quand même, moi j'étais assez étonné longtemps qu'il n'y ait pas de demande de test pour les voyageurs entrants. Et ça vient de s'instaurer là. J'étais quand même assez étonné qu'au mois de mai, juin, juillet, au moment où c'était très bas au niveau de la France, qu'il n'y ait pas juste des tests et de dire qu'il faut des tests de moins de 3 jours ou de moins de 4 jours pour rentrer en France. Pour moi, c'est un élément, je pense, très important qui aurait permis aussi un contrôle, puisque à partir du moment où on confine, on s'expose à l'entrée, si jamais ce n'est pas en intérieur. Alors, il y a le fait que le virus devait continuer un peu à circuler et qu'avec les vacances et tout, il s'est remis à circuler, mais aussi avec le fait que les voyageurs entrant de n'importe quel pays dans le monde, c'est logique de faire, et que le Sénégal avait fait ce système de test. Mais juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec le docteur Sayabé, je suis d'accord, et je pense que on n'a pas les mêmes populations, tout à fait, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Je pense que les facteurs de risque, moi, en voyageant en Afrique du Sud, j'ai trouvé quand même que la population dans les townships ou la population noire n'est pas tout à fait la même qu'en Afrique subsaharienne. Et le climat n'est pas le même. On est quand même sur des climats tempérés. Et en Afrique du Nord, c'est pareil. On n'est plus tout à fait. Et en plus, sur cette hypothèse éventuellement des coronavirus liés à ces grippes qu'on appelle africaines, et qui sont vraiment des grippes africaines subsahariennes, c'est lié aussi à ces conditions climatiques qui font qu'on n'utilise pas au même moment et de la même façon et à la même intensité les climatisations et ce chaud et froid. Donc en fait, je pense qu'il y a effectivement aussi ces éléments-là qui sont probablement assez importants. Mais je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes populations. Oui. Docteur Sayavik Noumou, quelles grandes inconnues persistent dans notre compréhension de ce nouveau coronavirus? Quel est le grand quoi? Grandes inconnues qui persistent encore dans notre compréhension de ce coronavirus. Alors, les grandes inconnues, c'est comment il va rebondir et qu'est-ce qui va se passer, par exemple, en France, quand on va déconfiner. Comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Comme je disais tout à l'heure, pour l'Afrique subsaharienne en particulier, je suis assez rassuré, ils pourront résister. Peut-être qu'il y aura quelques soubresauts, mais je ne crois pas, encore que je ne suis pas un devin, je n'ai pas la boule de cristal, je ne crois pas qu'il y aura une sorte de rebond comme ça. Mais par contre, en Europe, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti d'affaire après le confinement qui est en train de se généraliser. Et là encore, il y a une chose que dans les différences, je pense qu'il y a quand même la peur qu'on a instaurée à nos autorités de l'Afrique subsaharienne qui leur a fait prendre des mesures simples, comme par exemple, il disait Massamba, le masque. Ils le portaient alors qu'ici on dit c'est inutile. Mais ils ont continué de porter. Et il y a aussi une chose, je pense que dans nos pays, la différence entre le public et le privé n'est pas très grande. Ici, en France, il y a quand même eu un conflit plus ou moins
déclaré entre le secteur privé et le secteur public, en disant qu'on a aggravé la situation, on a fait du spectacle avec cette maladie pour montrer l'overdose dans les hôpitaux, alors qu'en face et à côté, il y avait des hôpitaux qui avaient des lits vides avec des réanimateurs prêts, mais simplement parce qu'eux, ils faisaient partie du secteur privé de l'hospitalisation. Donc, ce sont des facteurs qui ont peut-être permis d'aggraver et j'espère qu'on va tirer, en tout cas cette fois-ci, je pense qu'ils tirent le son et que la répartition se fera assez bien pour éviter qu'il y ait tous ces problèmes qui vont survenir. Et puis, bon, je ne vais pas terminer sans parler de mon domaine, la télémédecine. Oui. Elle a explosé justement avec le Covid et j'avais l'impression de retenir un adage qui dit l'expérience vaut mieux que la science. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a théorisé, parlé de la science, de comment la télémédecine peut aider. Et puis là, l'expérience est arrivée avec le Covid. Ça fait un bond terrible. Toutes les règles ont été levées pour qu'elles puissent être pratiquées. Ça peut, et je pense, et j'espère que ça va nous amener après à sortir des données très fiables et pour nous préparer aux prochains épisodes. C'est la fin de cette émission. Le temps passe vite. On aurait aimé vous garder beaucoup plus longtemps pour parler, de continuer à parler de cette pandémie de Covid-19. Merci beaucoup, Dr Sayavig Noumou et Dr Massamba Sassoum Diop. On se retrouve demain pour un nouveau grand débat sur Africa Radio. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad.